Bonjour à tous. Donc, voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour normalement le dernier chapitre du cours, réseau de neurones et apprentissage. Donc, le dernier chapitre, on va voir et on va étudier avec des exemples les fondements et la topologie ainsi que l'apprentissage des cartes de Cohen ou les cartes auto-organisatrices Self-Organizing Feature Maps or Cohen Maps ou les cartes de Cohen. Donc tout d'abord, la philosophie des cartes de Cohen diffère de celle qu'on a vue pour les réseaux de neurones MLP, PMC, les perceptrons multitouches et les réseaux de neurones RBF, à fonction radiale. Donc, ils diffèrent dans le sens où les cartes de Cohen sont utilisées principalement et ne peuvent être utilisées dans d'autres cas que pour l'apprentissage non supervisé. D'accord? Donc, je répète, c'est pour faire un apprentissage non supervisé et donc effectuer des tâches de clustering en classification. Donc, les cartes de Cohen ne sont pas utilisées pour faire de l'approximation de fonction et ne sont pas utilisées ou rarement utilisées pour faire de la classification proprement, c'est-à-dire avec des sorties connues ou des classes connues a priori. Les cartes de Cohen sont utilisées pour faire de la réduction de données, d'accord, et donc de la réorganisation en cluster, donc du clustering. Voilà. Donc voilà le but, c'est-à-dire l'utilisation des cartes de Cohen. Donc les cartes de Cohen, communément désignées par SOM, donc vous allez trouver dans la littérature, ou SOM, Self-Organizing Maps, ou alors SOFM, Self-Organizing Feature Maps, ou alors tout simplement carte de Cohen ou Cohen Maps. Donc tout ça, c'est le même jargon, ça veut dire la même chose. Ici, je vais dire les cartes de Cohen. Pourquoi les cartes de Cohen? Parce que ces cartes-là, ou ces réseaux de neurones, ont été introduits par Twivel Cohen, d'accord, en 1981. Donc là, je vais juste vous montrer Twivel Cohen. Alors, que je puisse... Twivel Cohen. D'accord. Alors, je trouve pas que... Voilà. Très bien. Donc, Twivel Cohen, docteur, engineer, alors emeritus professeur de l'Académie de Finlande. Donc, Twivel Cohen est un Finlandais qui a à son actif les cartes de Cohen, c'est-à-dire les Self-Organizing Feature Maps. Donc là, c'est son livre Twivel Cohen 95 Self-Organizing Maps de chez Springer. Mais bon, les cartes de Cohen ont été sorties, ou il les a sorties avant 95. En fait, les cartes de Cohen ont été introduites au début des années 80, d'accord, en 81 plus précisément. Mais comme on avait vu dans la section introduction, ces années-là étaient les années calmes des réseaux de neurones. Et donc, pour des raisons applicatives, plus précisément, des raisons de données ou des raisons de puissance de calcul ou autres, les cartes de Cohen n'ont pas trouvé une utilité très répandue en ce temps-là. C'est-à-dire ce n'est qu'avec le renouveau des réseaux de neurones et les capacités de calcul accrues des années 90 et 2000 que les cartes de Cohen ont retrouvé, si vous voulez, une utilisation plus soutenue et plus généralisée. Dans, bien sûr,
euh, la tâche de clustering. Hein, s'entend bien, ça veut dire qu'ils sont utilisés pour les tâches de clustering. Donc très bien. Donc en 81, s'inspirant du fonctionnement des systèmes neuronaux en biologie, donc c'est toujours une inspiration biologique, comme le perceptron multicouche, et comme le neurone simple, et plus précisément du fait que les zones du cerveau qui gèrent le fonctionnement du corps humain respectent une topologie du système physique. Ça veut dire que Cohen s'est inspiré de la manière dont le cerveau ou notre système neuronal est partitionné. C'est-à-dire que chaque partie du cerveau, le lobe frontal ou le cortex droit, etc., sont dédiés à un fonctionnement ou sont dédiés pour un fonctionnement précis. Ça veut dire que chaque partie du cerveau est dédiée à faire ou à gérer une partie du corps humain ou une partie de nos sentiments ou une partie de notre de nos agissements de tous les jours. Donc, d'un point de vue informatique, on peut traduire cette propriété de la façon suivante. Donc, supposons que l'on dispose de données où on désire classifier, classer, on cherche un mode de représentation tel que les données voisines soient classées dans la même classe ou dans des classes voisines. Ça veut dire que tout ce qui est similaire, en fait, on va essayer de le classer, de le mettre pareil. Voilà. Donc, en fait, si on prend l'exemple, voilà, on va prendre un exemple un peu plus schématisé, un peu plus simple. Imaginez un tamis, sayar, pour tamiser des formes, regarde comme sayar, et puis vous avez trois formes, par exemple un triangle, un carré, puis un cercle. Et puis vous avez des centaines, voire des milliers de formes qui vont se déverser dans ce tamis. Ça veut dire, des triangles, des cercles, des carrés, etc. Et au fur et à mesure que vous allez tamiser, eh ben, vous allez avoir les triangles qui vont sortir du triangle, les cercles du cercle et les carrés, les formes en carré, de la forme carrée. Maintenant, si vous positionnez ces formes dans le tamis, c'est-à-dire à des endroits distincts, eh ben, les triangles vont sortir en haut à droite, les carrés vont sortir en haut à gauche, et puis les cercles vont sortir en bas du tamis. Donc voilà, donc toutes les formes qui se ressemblent, ça veut dire les cercles vont sortir ou vont être induites ou dirigées vers la même place. Donc on va classer les données similaires dans un même endroit de la carte. Donc ces types de réseaux de neurones artificiels largement montré leur efficacité pour la classification de données multidimensionnelles, mais malheureusement ils sont restés ignorés de nombreuses années, comme on dit, pour des raisons de puissance de calcul, de données, etc. Très bien. Donc on va parler, après tout à l'heure, on parlera des vecteurs dits référents, ou des prototypes, ou vecteurs prototypes, etc. etc. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas en parler, jusqu'à ce qu'on ait de plus en plus d'informations sur l'architecture, sur comment se fait l'apprentissage de cartes de Cohen, etc. Très bien. Donc, en résumé, donc les données proches dans l'espace d'entrée, ou les données similaires, vont avoir des représentations proches dans l'espace de sortie et vont donc être classées dans le même cluster ou dans des clusters voisins. Le but, c'est, in fine, pour des données proches dans l'espace d'entrée, donc pour nos entrées, on va avoir des sorties. Pour des données proches dans l'espace de sortie, on va avoir des sorties proches dans l'espace de sortie. Voilà, donc on va en faire, on a un mapping entre les entrées et les sorties, mais ce mapping va être de dimensions bien sûr moindres. Voilà, on va avoir donc des dimensions qui sont plus petites. On va utiliser pour la réduction de dimensions. Très bien.
Donc, le premier point abordé, ça va être les architectures de la carte de Collen. On va voir l'architecture ou la topologie de la carte de Collen. Donc, la structure d'une base d'une carte de Collen est composée de M neurones éparpillés sur une grille régulière, de base dimensionnelle, de dimension habituellement 1 ou 2 dimensions. Donc là, je vais expliquer un peu. Bon, on va se baser sur la dimension 2, mais en fait, vous allez voir que on peut avoir donc différents types de cartes de Collen. D'accord. Donc voilà, on va essayer de faire. Donc on peut avoir la carte unidimensionnelle. Donc imaginez une carte unidimensionnelle, en fait, c'est quoi? C'est c'est en fait donc des neurones. Donc on va avoir des neurones, ça. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a en fait une carte de Collen à une seule dimension avec 1, 2, 3, 4 et 5 neurones. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc mon vecteur d'entrée. D'accord? Donc, on va avoir mon vecteur d'entrée qui vont être mes x. Donc, x1 aller jusqu'à xq. D'accord? Et puis, donc ces entrées-là, en fait, ils vont être liées. Enfin, on va avoir donc nos entrées. Donc ils vont être liés, mes entrées vont être liées. Voilà. Voilà, donc on va avoir mes entrées qui vont être liées à tous les neurones de la carte de Collen. Donc dans cette carte-là, on va avoir une carte à une seule dimension. Voilà, une seule dimension avec n neurones. Donc là, on peut se poser la question, donc pourquoi on appelle ça une carte? On appelle ça une carte parce que habituellement, on n'utilise pas des cartes à une seule dimension, bien que ça se perde, mais on utilise des cartes à plusieurs dimensions et plus précisément des cartes de dimension 2. Donc en fait, les cartes les plus utilisées vont être de ce type. Donc ici, vous avez une carte de dimension 2 qui est en fait plusieurs cartes de dimension 1, ça veut dire des lignes de neurones, concaténées, qu'on va concaténer pour avoir une carte. Donc cette carte-là que vous avez ici, c'est une carte qui est de taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 11 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est une carte carrée qui est de 11 par 11. Mais bon, on peut avoir n'importe quelle dimension sur notre carte. Donc,
pour cet aspect, le nombre de neurones donc, est illimité. Vous pouvez avoir une carte avec n par m neurones. Ce n'est pas un problème. Donc ça reste une carte à 2 dimensions. Maintenant, on peut aller plus loin et on peut rajouter une dimension et avoir une carte à 3 dimensions qui va en fait être une concaténation de cartes à 2 dimensions qui vont donner un volume de neurones. On y reviendra et on expliquera ça. Mais le problème, c'est que les cartes les plus utilisées, enfin le problème dimensionnel se pose, et se pose donc pour tous les réseaux de neurones, comme on l'a vu pour le NLP. Dès que la dimension dépasse 3, on ne sait plus comment est-ce que les séparations faites par les neurones et faites par les différentes couches se font. On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas se le visualiser. Pareil pour les cartes de Cohen. Si on a une carte de Cohen à une dimension, il n'y a aucun problème. On peut visualiser nos clusters. Si on a une carte à 2 dimensions, on pourra aussi visualiser nos clusters dans l'espace de sortie. Mais si on a une carte, et les clusters seront donc des surfaces contenant des neurones pour les cartes à 2 dimensions. Si la carte est à 3 dimensions, on pourra aussi visuellement trouver des clusters de sortie qui seront des volumes, d'accord? Mais si on utilise des cartes de Cohen à plus de 3 dimensions, c'est-à-dire de 4 dimensions, etc., ben là, on ne pourra plus avoir la visualisation de nos clusters. On pourra faire du clustering, il n'y a aucun problème. Mais on ne pourra pas visualiser le clustering. Et les cartes de Cohen, en fait, l'un des avantages et l'un des attraits fondamentaux des cartes de Cohen, c'est justement le pouvoir de visualisation. Donc, on utilise généralement des cartes de Cohen de 1, 2 ou 3 dimensions, pas plus, hein, pour pouvoir visualiser les clusters en sortie. Maintenant, les cartes de Cohen les plus utilisées sont les cartes de Cohen à 2 dimensions. Le self-alternative map of 2 dimensions, et c'est pour ça qu'on appelle ça des cartes communes. D'accord, pour faire référence à quelque chose de plat. Très bien, donc la structure de base d'une carte de Cohen est composée de M neurones éparpillés sur une grille régulière de basse dimension. Donc, habituellement, 1 ou 2. Moi, j'ai rajouté 3, c'est vrai, mais bon, habituellement 1 ou 2. Donc, les grilles de grande dimension sont possibles, mais ne sont pas généralement utilisées, puisque leur visualisation est problématique. Donc, Vesanto, les travaux de Vesanto en 1999 jusqu'en 2000, il a beaucoup travaillé sur ce sujet, et il a travaillé surtout sur la visualisation en utilisant les cartes de Cohen. Donc, si la visualisation n'est pas nécessaire, les grilles dans la dimension supérieure peuvent être bénéfiques. Donc, il dit que les cartes de Cohen de dimension supérieure, 4, 5, etc., peuvent être bénéfiques pour classer les problèmes où on n'a pas besoin de voir, où on n'a pas besoin d'effectuer une visualisation et de faire une étude sur l'aspect visuel des clusters. Donc la couche de sortie dans la couche d'entrée, tout individu à classer, très bien, est représenté dans un vecteur multidimensionnel. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? On a notre espace d'entrée qui est là, donc nos exemples, donc l'exemple X, l'exemple Y, etc. Et X, ça va être par exemple un vecteur de caractéristiques, ça peut être une image, ça peut être des caractéristiques, ça peut être des valeurs, ça peut être les valeurs d'une journée, etc., etc. Donc on verra quelques exemples. Et on va avoir des milliers, voire des centaines, des milliers, voire des millions d'exemples dans l'espace d'entrée. Donc cet espace d'entrée, chaque élément de l'espace d'entrée va être soumis à la carte Cohen, on le verra après. Donc il va être soumis à tous les neurones de la carte Cohen, et après apprentissage, cet élément va avoir comme sortie un élément ou un nombre d'éléments de la carte Cohen. Et le but, c'est que 2 vecteurs qui sont voisins dans l'espace d'entrée, ça veut dire 2 exemples qui se ressemblent, donc des journées semblables, des images semblables, des caractéristiques ou 2 vecteurs de caractéristiques semblables,
devront, après apprentissage, et seront, après apprentissage, classés ou exciteront, classés côte à côte aussi dans l'espace de sortie, c'est-à-dire dans l'espace neuronal. Ça veut dire qu'ils vont exciter, si ce n'est le même neurone de sortie, ils vont exciter des neurones de sortie adjacents ou voisins. D'accord? Donc, je répète, des exemples ou des images ou des éléments de l'ensemble d'entrée voisins seront aussi voisins dans l'espace de sortie. C'est-à-dire qu'ils seront classés dans le même cluster. Très bien. Donc, chaque individu va affecter un neurone qui représente le centre du cluster, donc la couche topologique d'adaptation ou la couche de sortie, est composée d'un treillis de neurones selon la géométrie prédéfinie. Donc, on parlera de géométrie, on expliquera la géométrie de la carte de Cohen dans les sections suivantes. Donc, chaque neurone de la couche topologique, très bien, ces neurones-là, de la couche topologique, ça c'est la couche topologique, et ça c'est la couche d'entrée, c'est les éléments de la couche d'entrée. Donc chaque neurone de la couche d'entrée est totalement connecté aux neurones de la couche d'entrée. Il est totalement connecté aux entrées. L'entrée est totalement connectée à tous les neurones de la couche topologique. Très bien. Il y a des poids. Donc, les vecteurs poids de ces connexions forment le référent ou le prototype associé à chaque neurone. Donc chaque neurone, ici, va être connecté à l'élément Y, X, de l'espace d'entrée, via des poids. Donc ça reste exactement comme le PMC, où on a vu que Z, c'était W transposé X. C'est la multiplication des poids aux entrées qu'on va soumettre au neurones. Ici, c'est pareil. On va avoir un vecteur poids et un vecteur d'entrée qui sont similaires et ont la même dimension. Très bien. Et puis après, on va voir comment c'est-à-dire les opérations arithmétiques et mathématiques qu'on va faire pour justement faire l'apprentissage de ce neurone. C'est là où il y a une différence avec les réseaux de neurones PMC, les réseaux de neurones RDR. Très bien, donc les neurones forment les prototypes associés à chaque neurone. Il est de même dimension que le vecteur d'entrée. Donc, le vecteur d'entrée et le vecteur de poids de chaque neurone sont de même dimension. Pendant la phase d'apprentissage, le processus d'auto-organisation permet de concentrer l'adaptation des poids des connexions essentiellement sur la région la plus active. On verra ça. Ça veut dire au fur et à mesure de l'apprentissage, si cette région est active pour ce type d'entrée, eh ben, ça va être renforcé au fur et à mesure de l'apprentissage pour les entrées qui sont du même type ou qui sont voisins ou voisines. Donc, cette région d'activité est choisie comme étant le voisinage associé aux neurones. Donc, on verra aussi la notion de voisinage. On parlera associé aux neurones dans les tailles les plus actives, c'est-à-dire la notion de voisinage par rapport à quoi? Par rapport au neurone le plus actif qui va être identifié comme le neurone gagnant. Donc, le critère de sélection du neurone gagnant est de chercher celui dont le vecteur poids est le plus proche au sens de la distance euclidienne de l'individu représenté. Donc en fait, voilà, là vous avez une idée de comment on va faire l'apprentissage, mais on le verra, c'est-à-dire tout à l'heure plus en détail. C'est-à-dire que le vecteur poids va tendre à être égal au vecteur d'entrée. Ici, il est égal, donc on a si vous voulez, un neurone gagnant. Le neurone gagnant, c'est celui qui aura, c'est celui dont le vecteur poids, le WJ, sont les plus proches du W, du vecteur d'entrée X et Y. Très bien. Ainsi, la structure de base de la carte de Cohen bidimensionnelle de voisinage rectangulaire avec M égale 3, dimension des vecteurs d'entrée, et L égale 4, égale 3 par 12 neurones, et montré par le vidéo 5,2. Donc là, on va prendre un exemple
plus schématique et plus réel, où on pourra voir comment se font, si vous voulez, les connexions. Donc ici, on a une carte de Cohen. La dimension topologique, elle est de 3 par 4. Donc c'est une carte de 3 par 4. Donc on va avoir combien de neurones dans cette carte? 3 par 4, 12. On va avoir 12 neurones dans cette carte. Donc ceci est la couche topologique. D'accord? Et la dimension de la carte. À ne pas confondre avec la dimension du vecteur d'entrée. Donc ici, vous allez voir le vecteur d'entrée. Ça, ceci est la dimension du vecteur d'entrée. Le vecteur d'entrée ici, c'est un vecteur de dimension 3, ça fait 3, et notre couche topologique est de dimension 12, 4 par 3. Très bien. On va avoir 12 sorties. Donc, vous voyez que les sorties, c'est équivalent à avoir 12 sorties. Et en entrée, on n'a que 3 entrées qui représentent notre vecteur pour chaque élément d'entrée. Donc je reviens à l'explication. Donc on a notre carte de Cohen 4 par 3, 12. Un vecteur d'entrée qui est de dimension 3, qui est appliqué à la couche topologique. Et puis on a une couche donc, de sortie, qui est la couche topologique et ses sorties. Puisque chaque neurone a une sortie. Les sorties sont égales à la dimension topologique. Donc le nombre de sorties ici, c'est quoi? C'est 12. Donc chaque entrée de la somme est connectée à tous les neurones par les poids correspondants du J. J égale 1 jusqu'à N et I égale 1 jusqu'à N. Ainsi, à chaque neurone de la somme, un vecteur poids de dimension N est affecté. Le vecteur poids de dimension N pour chaque neurone, le vecteur poids, il va avoir quelle dimension? Dimension 3, bien sûr. La même dimension que le vecteur quantique. Donc ce neurone-là va avoir un vecteur référent au prototype de dimension 3, celui-là de dimension 3, celui-là de dimension 3, etc. On va voir en fait combien de poids pour toute la carte de Cohen. On va avoir 12 neurones multipliés par 3 la dimension du vecteur d'entrée. Très bien. Donc, voilà, très bien. Donc, chaque entrée de la somme est connectée à tous les neurones par les poids correspondants. Ainsi, chaque neurone de la somme, un vecteur poids de dimension M est affecté. Donc, vous voyez ici que l'entrée grand X, qui est 5 sur 3, est connectée à tous les neurones de la somme. On a une connexion fully connected, ça veut dire une connexion totale de la couche d'entrée vers la couche topologique, via bien sûr les poids de W. Très bien. Donc maintenant, on va parler de la notion de voisinage pour essayer de comprendre, c'est-à-dire comment se fait, ou pour pouvoir, avant de faire l'apprentissage des cartes de Cohen, des sommes, on va d'abord comprendre quelle est la notion de voisinage et comment ce voisinage peut être matérialisé ou peut-être compris. Donc je vais vous montrer déjà un petit exemple visuel et puis après on ira l'expliquer des décors. Donc voilà la notion de voisinage sur des cartes de Cohen de dimension 1. Là vous voyez une carte de dimension 1, carte auto-organisatrice. Là vous avez une carte bidimensionnelle, c'est-à-dire de dimension 2, avec voisinage rectangulaire. Donc la forme du voisinage et la notion de voisinage, on va le voir. C'est-à-dire la forme du voisinage et le rayon de voisinage. C'est les deux aspects qui vont être liés au voisinage. Donc ici, pour une carte rectangulaire, on peut avoir un voisinage si on estime que le neurone en rouge est le neurone gagnant. Si on a un voisinage de 1, ça veut dire avec un rayon de 1, voilà tous les neurones voisins
du neurone gagnant. Donc ici, on va avoir une forme carrée, hein, une forme carrée des voisins du neurone référent qui est en cours. Pour la dimension unidimensionnelle de la carte coronelle, donc les voisins, ça va être une ligne. D'accord? On va avoir un neurone voisin avant le neurone référent et un neurone voisin après le neurone référent. Donc, voilà. Très bien. Donc, pour la carte ou le voisinage hexagonal, on a pour un rayon de voisinage de 1, donc une forme hexagonale autour du neurone gagnant. Donc si on prend un rayon de voisinage qui est de 1, vous avez l'espace de voisinage qui est en bleu, voilà, l'espace de voisinage qui est en bleu, et qui va concerner donc un neurone avant et un neurone après le neurone gagnant, et ceci dans toutes les dimensions, c'est-à-dire dans toutes les directions de la carte. Et si vous avez deux neurones de voisinage, donc vous allez avoir l'espace en gris, en bleu-gris, qui va recouvrir donc, le voisinage. Et donc vous allez avoir deux neurones après le neurone référent, ou deux neurones après le neurone référent dans chaque direction. Bien sûr, si la carte se finit, donc si le neurone gagnant est, comme on le voit ici dans la carte bidimensionnelle, le neurone rouge, dans cette direction, vous allez avoir deux neurones voisins, mais dans la direction du bas, vous n'allez avoir qu'un seul, puisque la carte se finit ici. Très bien, mais bien sûr, si on prend le neurone référent qui va être le neurone du centre de la carte, eh ben, on va avoir deux neurones voisins dans chaque direction. Et si on prend trois neurones voisins, on aura donc, bien sûr, ici, si on prend trois neurones voisins, on aura toute la carte unidimensionnelle. Pour la carte unidimensionnelle, non, pas toute la carte, dans le rayon, dans le voisinage hexagonal, donc on va s'arrêter ici, on va avoir ces deux neurones qui ne vont pas être concernés. Et dans la carte unidimensionnelle, on va avoir ce neurone qui ne va pas être concerné, mais dans la carte bidimensionnelle, à voisinage rectangulaire, donc tous les neurones vont être concernés. Donc vous voyez que le voisinage, en fait, il change selon la forme de la carte, selon que ce soit un voisinage rectangulaire, hexagonal, etc. Et aussi le rayon de voisinage qu'on va faire. Et puis après, on va voir d'autres types de voisinage qui est la fonction de voisinage. Très bien. Donc on peut utiliser deux façons pour repérer une unité sur une grille. Donc la première, c'est de numéroter les unités. Donc là, si on numérite les unités de grille ligne par ligne, c'est-à-dire 1 à U, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 12. Dans la seconde, on affecte la unité X et coordonnées cartésiennes. Si on a une carte organisatrice, donc ici on peut dire que ce neurone c'est le neurone 1, 2, 3, etc. Ou alors ce neurone c'est le neurone 1, 1, ce neurone c'est le neurone 1, 2, ce neurone 2, 1, 3. Ce neurone c'est le neurone 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, etc. Mais là n'est pas le problème. Très bien. Donc pour la pixel, ces deux façons sont identiques, bien sûr. On définit le voisinage de rayon R d'une unité U notée VU comme l'ensemble des unités U situées sur le réseau à une distance inférieure ou égale à R, qui est le rayon du voisinage. Donc, le voisinage de rayon R de l'unité U, qui ceci c'est l'unité U, donc ça je répète ce que je dis, c'est l'unité U. Donc ce sont les neurones qui sont ou qui se trouvent à R, hein, où R est moins que R, si R égale 1, c'est les neurones à un rayon de voisinage de 1. S'il est 2, ce sont des neurones qui sont à un rayon de voisinage de 2 et de 1. Donc
Donc c'est R, le voisinage, ça va être donc, tous les neurones qui sont inclus dans le rayon de voisinage et moins. En utilisant donc le curseur cartésien, on peut définir la distance D par DU U0 égale max de IU IU0, U0 c'est le tout à l'heure, JU moins JU0 pour une grille, pour la grille, DU U0 égale max IU moins IU0 égale max JU moins JU0. Donc dans les deux cas, VR U0, donc le voisinage, d'accord, voisinage par rapport à R de l'unité ou du neurone U0 égale U inclus dans 1. U égale BU U0 inclus dans 1. Donc on va expliquer ça, ça c'est la formule mathématique. On va voir un exemple. Donc l'exemple, dans le cas d'une grille 5 par 5. D'accord. Si on est dans la figure 5 de C. 5 de C. On est là. Donc c'est une carte de plein 5 par 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on est d'accord. Et on va appliquer qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire la formule mathématique du voisinage. Donc dans le cas d'une grille 5 par 5, les unités qui constituent le voisinage de rayon 2 de l'unité 17, les unités qui constituent le voisinage de rayon 2 de l'unité 17, repérées par le bipoint 4 de l'unité 17, c'est laquelle? C'est l'unité en rouge, donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, ou alors l'unité 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2. Donc cette unité-là, 4, 2, si on utilise les coordonnées cartésiennes, et 17 si on utilise juste le nombre d'éléments. Donc, l'unité 17, repérée par les bipoints, donc y vérifier la relation, donc max I, U moins I, U 7, d'accord, JU moins JU 7 égale IU moins 4, JU moins 2, inclus dans le. Donc on va expliquer ça. Donc la figure 5 de C représente une telle grille où l'unité 17 correspond à la case rouge et ses voisins aux cases bleues, c'est-à-dire les unités quoi? Les unités IU moins IU 7, 6, inclus dans le max, etc. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23 et 24. Je reviens. Donc R inférieur à 2, et j'applique. Donc, je vais avoir pour inférieur à 2, donc, ici, c'est l'unité 17, donc l'unité 16, l'unité 8, hein, d'accord? Ça, c'est les, si j'applique les cartésiens, l'unité 18, donc 4, 4, 2, donc je vais avoir 4, 1, 3, d'accord? Et je continue, donc 5, 1, 5, 2, 5, 3, donc je rajoute 1 à la coordonnée cartésienne, à la première coordonnée cartésienne, de l'axe des Y, Y, X. Et pareil, je retranche 1, donc ça va être 3, 1, 3, 2, et 3, 3. Et maintenant, je continue par 1, je retranche. Moins 2, moins 2, moins 2, etc. Et donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir les neurones de voisinage, pour un voisinage R égale à 2, ils sont quoi? Ils sont donc les neurones 6, 7, 8, 9, la division, 11, 12, 13, 14, 15, non, 16, 17, c'est notre neurone référent, 60,
18, 19, 20, non, 21, 22, 23, 24, 25. Donc voilà, pareil pour la figure 5.2, mais ceci avec une grille hexagonale, donc l'unité 7 correspond à la case rouge, et les voisins donc aux cases bleues. Donc ceci est pour expliquer la notion de voisinage, donc sur une carte bidimensionnelle, avec un voisinage rectangulaire et un voisinage hexagonal. Maintenant, on va rajouter une autre notion, une autre complexité, si vous voulez, qui est la fonction de voisinage. Ça veut dire que nous avons un voisinage, avec un rayon de voisinage, mais que les neurones de voisinage ne sont pas impactés, n'impactent pas de la même manière la sortie. De la même manière, par rapport à quoi? Par rapport aux neurones gagnants. D'accord. Donc la fonction de voisinage détermine à quel degré les neurones reliés, eux, vont réagir. Ça veut dire qu'ils ne vont pas affecter la sortie de la même manière que le neurone gagnant. Ça veut dire que, allez, on va dire que le neurone gagnant va être égal à 1, si la sortie du neurone gagnant va être égale à 1 pour tel vecteur d'entrée, eh bien les neurones voisins ne seront pas affectés de la même manière et ne seront pas égales à 1, n'auront pas une sortie égale à 1. Mais cette sortie-là va être dépendante d'une fonction de voisinage. Donc la fonction de la voisinage la plus simple est la fonction bulle. Donc si on applique la fonction bulle, tout le monde va être impacté de la même manière. Très bien. Donc j'explique. Ici, si j'applique la fonction bulle, tout ce voisinage-là va avoir une fonction qui a la même valeur de sortie pour tous les neurones de voisinage. Ça veut dire que si la sortie du neurone gagnant est égale à 1, eh bien les neurones voisins, tous les neurones voisins vont avoir la sortie qui va être égale à la sortie du vecteur du neurone gagnant et qui vont aussi avoir une sortie égale à 1. Ceci n'est pas toujours recommandé. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours laisser le vecteur gagnant, lui laisser la sortie la plus prépondérante, la plus forte. Bien sûr, il faudra que les vecteurs voisins aient une influence et une sortie par rapport, c'est-à-dire à ce neurone gagnant, puisque ce sont ses voisins, ils doivent affecter la sortie, ou là, ils doivent, c'est-à-dire participer à l'effort de clustering, mais peut-être pas de la même manière. Donc une autre fonction, donc la fonction bulle, elle est constante sur tout le voisinage du neurone gagnant et 0 ailleurs. Ça veut dire que, c'est ce que je disais, ça veut dire qu'elle va être égale sur tout le voisinage du neurone gagnant et elle va être égale à 0 ailleurs. Ça veut dire que dès qu'on sort du voisinage, ça va être 0, mais dès qu'on rentre dans le voisinage, toutes les sorties vont être égales. Toutes les sorties vont être égales. Si c'est égal à 1, ça va être égal à 1. Donc une autre fonction de voisinage très utilisée est la fonction gaussienne. Et donc on a déjà vu, c'est la même fonction que la fonction du neurone RDF, la gaussienne qui est RDF. Donc vous connaissez déjà la formule, c'est l'exponentielle de moins RC moins TI, ça veut dire que c'est les coordonnées du neurone gagnant, qui est le neurone central, et du neurone voisin, sur 2 sigma au carré, plutôt petit delta au carré, qui est la distance, en fait, ça va être la distance dans la couche topologique, ça va être la distance entre les neurones. Attention, ce n'est pas les distances entre les éléments d'entrée, ce n'est pas la distance entre les vecteurs d'entrée, c'est la distance entre les neurones de la couche topologique. Donc RC est l'emplacement de l'unité C sur la grille de la carte, c'est-à-dire l'unité centrale, c'est-à-dire le neurone gagnant de la carte, et petit delta T est le rayon de voisinage au temps T. C'est-à-dire la distance entre le neurone gagnant ou le neurone
de base, centrale, et les neurones voisins, qui est égal au rayon de voisinage. Donc les 4 fonctions de voisinage les plus connues sont montrées dans la figure 5 de 1. La fonction de voisinage et le nombre de neurones déterminent la granularité des résultats. Donc plus la région où la fonction de voisinage a des valeurs élevées, d'accord, élevée et grande, plus la carte est rigide. D'accord, on va expliquer cette notion. Plus la fonction de voisinage a des valeurs élevées et grandes, d'accord, plus la carte est rigide. Ça veut dire qu'on va affecter tous les neurones ou une grande partie des neurones de la même manière. Plus la carte est grande, plus elle devient flexible. Donc bien sûr, maintenant, ça reste une heuristique. Et le nombre de neurones ou la taille de la carte Cohen, elle dépend, en fait, elle dépend des données et du nombre de clusters que vous avez. Donc si vous avez un problème où il y a, je ne sais pas moi, 20 clusters, il serait inadéquat, il ne serait pas pratique de mettre une carte qui est petite. Ça veut dire qui est relativement petite. Une carte, par exemple, de 5 par 5 ou de 10 par 10. Pourquoi? Parce que vous avez une vingtaine, une quinzaine de clusters, avec les voisinages, etc. Donc ces clusters-là vont être représentés sur la carte les uns sur les autres. Donc vous allez avoir besoin d'une carte qui est plus grande. Et inversement. Donc la taille de la carte dépend bien sûr du problème. Les problèmes dépendants des problèmes dépendants des deux. Donc la fonction de voisinage et le nombre de nombres est dans la granularité des résultats. Donc, plus la région de fonction où la fonction de voisinage a des valeurs élevées et grandes, plus la carte est riche. Hein. Plus la carte est grande, plus ça devient petit. Cet effet détermine les possibilités d'exactitude et de généralisation de la somme. Bien sûr, la taille de la somme affecte les caractéristiques de généralisation de la carte. Donc là, on va voir la figure 5.2.1 pour voir les différents types de fonctions de voisinage. Donc ça, c'est la fonction bulle. Donc tout ce qui est à l'intérieur du voisinage va être impacté ou affecté de la même manière que le neurone central. Ici, c'est la fonction gaussienne. Donc plus on s'éloigne du centre, plus on a une valeur qui va être plus petite. Ça veut dire que les neurones qui sont loin du centre, les neurones voisins qui sont loin du centre vont être impactés d'une manière où leur effet va être moindre que ceux du neurone gagnant, c'est sûr. Mais ça va être par une fonction gaussienne. La fonction coupe gaussienne, c'est-à-dire c'est une fonction gaussienne jusqu'à un certain point, où après ce point-là, ça veut dire qu'on va avoir une valeur qui est nulle, une valeur qui est zéro. Ça veut dire que par rapport à un certain point, par rapport à jusqu'à un certain voisin, après ce voisin-là, même s'il est voisin, mais son effet va être nul. Le voisin est inclus ici, son effet va être nul. On va couper. Et la fonction Eponchikov, qui ressemble à la fonction gaussienne, qui entre en fait la coupe gaussienne et la bulle gaussienne. Donc voilà, là, on a vu les types de voisinage. On y reviendra lors de l'apprentissage. Très bien. Donc voilà, ce qui nous amène maintenant, qu'on connaît c'est-à-dire la topologie de la carte de Cohen, et donc on va se focaliser sur une carte à 2 dimensions, mais vous pouvez généraliser le processus. Maintenant qu'on connaît la topologie de la carte Cohen et sa composition, maintenant qu'on connaît aussi la notion de voisinage par rapport au neurone gagnant et la notion de fonction de voisinage, on peut aller vers l'algorithme d'apprentissage. Alors, juste quelques mots pour finir cette séance concernant l'algorithme d'apprentissage. C'est un algorithme d'apprentissage par compétition. Donc, il n'est pas basé sur les gradients, il n'est pas basé sur l'algorithme LMS comme on avait vu, c'est un apprentissage qui est basé sur la compétition. C'est un apprentissage par compétition qui se déroule aussi
sur 2 phases. Donc, dans ce point-là, il est similaire à l'algorithme de rétropropagation qui se déroule sur des phases de propagation avant la phase arrière, similaire à l'algorithme d'apprentissage RBF qui se fait aussi en 2 phases. Ici, ça se fera en 2 phases. Une phase de compétition et une phase d'adaptation de prix. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vous laisser vous inspirer et comprendre cela. Et on se voit donc pour la prochaine séance pour voir